Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. On va continuer notre, notre série autour des différents réflexes primordiaux. Et la dernière fois, nous avions introduit le réflexe de Moreau. Il y avait tellement à dire que ce sera donc 2 épisodes. Donc c'est le 2e épisode sur le fameux réflexe d'embrassade de Moreau. Donc je vais tâcher d'aller plus vite aujourd'hui pour bien présenter le Moreau. On rappelle que le réflexe d'embrassade de Moreau, c'est 3 phases. Une phase d'ouverture. Quand le bébé sent qu'on le lâche ou qu'il a peur, on le fait tomber. Il fait une phase d'ouverture, c'est Moreau 1. Moreau 2, il va se refermer sur lui-même pour retrouver sa position fétale qu'il avait initialement, puisque le Moreau se passe dans les 3 premiers mois de vie du bébé seulement. Et ensuite, phase 3, on va réassurer le bébé, on va le prendre dans les bras. C'est justement le but de l'embrassade. On a vu que, d'un point de vue évolutif, l'importance de ce Moreau, c'est la prise dans les bras, faire chuter les hormones de stress. Donc ça, c'est la description du réflexe lui-même. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai dit l'importance des travaux de Sainte-Anne d'Argassi et c'est vrai qu'elle a bien décrit ça en 66 et insisté sur les différentes phases, parce qu'on ne voit pas toujours bien toutes les phases, etc. Alors, ce réflexe, il est actif à la naissance, comme tout bon réflexe archaïque, et puis il s'inhibe à 3 mois, c'est-à-dire que à 3 mois, on voit encore des résidus du réflexe. Normalement, à 4, on n'en voit plus, à la fin du 4e mois. C'est important parce que ça veut dire que si un bébé continue à garder ce réflexe de Moreau présent, eh bien, il va garder une sensibilité au stress trop forte, en quelque sorte. On aura ce qu'on appelle un bébé stressé. Désolé pour toutes ces voitures. On est samedi et je pensais que le samedi, sur ce chemin-là, il n'y aurait pas de voiture. Et je me suis trompé. C'est pas grave, je rejoins un endroit plus calme dans quelques secondes. On voit même des bébés que quand ils dorment, là ils sont dans leur petit lit, ou même dans les bras de leur porteur, et qui vont spontanément, à certains moments où il y a un relâchement du corps. Vous savez, quand on s'endort à un moment donné, on l'a vécu, il y a une sorte de relâchement du corps qui peut créer une sorte de sursaut musculaire dans notre corps. Et certains bébés, ce relâchement du corps va créer le Moreau chez eux. Ça va déclencher le Moreau. Alors, ils se détendent d'un coup, donc le corps se relâche. Ça fait comme un relâchement au niveau de la nuque, de la tête. Et on a vu, c'est là que se passe le déclenchement du Moreau. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le bébé s'endort, relâchement du tonus d'un coup, et paf, ça déclenche le Moreau et le bébé se réveille. Et alors ça, c'est très important parce que ça fait dire à certaines personnes que le réflexe de Moreau serait une sorte de garde-fou chez le bébé qui a donc moins de 3 mois, qui n'est pas encore totalement mature au niveau de réguler tout un tas de choses d'un point de vue biochimique, et qu'il va donc, ce bébé, avoir ce garde-fou du sommeil pour ne pas s'endormir trop profondément au risque de ne pas se réveiller. Voyez, et le Moreau servirait à ça, à garder un certain état de vigilance et éviter que le bébé, c'est une théorie qui a été proposée par plusieurs personnes, et que le bébé s'endorme trop profondément. Alors malheureusement, chez certains bébés, c'est peut-être un petit peu trop actif, ce qui fait qu'ils se réveillent sans arrêt. C'est-à-dire qu'ils auraient besoin d'être portés en permanence, d'être rassurés en permanence, d'être pris dans les bras. Attention, quand je dis en permanence, je ne parle que des 3 premiers mois.
Donc les 3 premiers mois, le bébé ne contrôle pas sa tête, il est sous l'influence du Moro. Dès qu'on bouge, voilà, la gravité fait bouger, fait brinque-baller la tête. Et voilà, et le Moro est très actif. Et puis au fur et à mesure que le bébé va prendre le contrôle de sa tête, voilà, à la fin du 3e mois, 4e mois et tout, bah là évidemment, le Moro ne devrait plus s'activer outre mesure, sauf à bon escient si on tombe pour de vrai, pour aller lancer comment on pourrait dire, nos antennes, nos pattes vers l'extérieur et aller agripper quelque chose. Je ne l'ai pas dit, mais le Moro fait partie, parce que si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez ça. Alors, sincèrement, sur Wikipédia, c'est intéressant, je fais une petite parenthèse sur Wikipédia. Moi, je ne connais pas grand-chose dans la vie, enfin, j'ai pas beaucoup de domaines dans lesquels je peux m'estimer que je connais des trucs. Il se trouve que je connais des trucs sur les réflexes. Dans mon domaine d'expertise, je vois plein de bêtises, pour ne pas dire d'autres mots, sur ça. Dans d'autres petits domaines que je connais aussi, je vois beaucoup de bêtises aussi. Ça me fait dire que Wikipédia, c'est pas fiable sur plein de points. Si c'est valable dans mon domaine des réflexes, je pense que c'est valable dans plein d'autres domaines, je sais pas quoi, historique, scientifique, etc. Je ne considère pas que Wikipédia soit du tout fiable pour plein de raisons. Je préfère largement je sais pas, avoir un bouquin sur un sujet. Si je m'intéresse à un sujet et que je veux en savoir plus, je vais acheter un bouquin de quelqu'un qui s'y connaît dans le sujet et qui a étudié ça toute sa vie. Pas n'importe quelle personne qui peut aller changer une page Wikipédia et mettre ou démettre des trucs au gré de la politique, des envies, des trucs et des machins. Donc personnellement, je ne suis pas du tout, et je ne recommande pas du tout Wikipédia comme une source fiable d'informations. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Et en l'occurrence, sur les réflexes. Cela étant dit, on trouve des choses, donc c'est vrai qu'on dit que ça fait partie des réflexes de défense. Et alors, il y a une théorie qui dit que en fait, les réflexes de défense, c'est 3 choses qui évoluent. C'est-à-dire que le bébé passe par 3 réflexes de défense, et le Moro étant le numéro 2. Le premier réflexe de défense s'appelle réflexe withdrawal reflex, qui traduit en français par réflexe de retrait, qui est le réflexe que, évidemment, il y aura un épisode de podcast entier sur ce sujet, qui apparaît le plus tôt dans la vie embryonnaire et qui apparaît au niveau d'abord de la lèvre. Je crois que c'est la lèvre supérieure d'abord. C'est-à-dire que le système tactile se développe d'abord au niveau de la lèvre et puis ensuite va se développer dans l'ensemble du corps. Et le bébé va réagir si on touche sa lèvre supérieure. Alors, c'est dommage, je ne sais pas exactement à combien de semaines, mais c'est vraiment très tôt dans la vie fétale, en tout cas dans le premier trimestre, ça c'est certain, c'est-à-dire à l'état embryonnaire et pas fétal. Le bébé va réagir par une réaction de retrait. Il cherche toujours à se protéger du tactile. C'est tout à fait compréhensible parce que vous imaginez, là on parle d'un bébé, c'est-à-dire d'un embryon qui est grand comme un grain de riz. Et donc évidemment la moindre stimulation, si on le touche entre guillemets, il va mourir, il va être écrabouillé, il va y avoir des destructions physiques, neurologiques. Et donc, et en plus la mère, elle n'est peut-être pas au courant qu'elle est enceinte à ce moment-là. Et donc une mère homo sapiens normale, elle est cueilleuse, pêcheuse, chasseuse, grimpeuse, elle a une vie très active, elle peut recevoir des coups, de fait de bouger beaucoup dans son environnement. Donc le bébé, s'il y a des sensations tactiles, il va... Voilà, c'est une théorie, chercher à se protéger. Ça s'appelle réflexe de retrait. Ce réflexe de retrait, il va progressivement s'amenuiser quand le système tactile devient plus mature pour laisser place au réflexe de Moro, qui va perdurer jusqu'à 3 mois après la naissance. Donc vous voyez, c'est assez long le Moro, c'est fin du premier trimestre de vie fétale. Il faudrait que je vérifie exactement quand il apparaît. Ce sera écrit sur le site internet reflex.org. J'en profite pour dire pour que chacun de ces épisodes sur les réflexes que je fais, donc par exemple là c'est réflexe de Moro, sur le site reflex.org, je fais à chaque fois un article où je mets l'épisode de podcast que je suis en train d'enregistrer, plus une photo ou quoi, et quelques explications et parfois des liens vers des vidéos sur comment faire pour intégrer le réflexe. Vous avez beaucoup plus sur reflex.org, bien entendu. Et donc sans doute je mets toujours date d'émergence, machin et tout, comme ça vous pouvez retrouver les chiffres plus précis. Parce que là, comme ça, en me promenant, j'ai pas toujours tout en tête.
Et ce réflexe de Moreau, au bout de 3 mois, va laisser place à ce qu'on appelle le réflexe de sursaut. Alors c'est hyper important de comprendre ce passage Moreau-sursaut. Alors le réflexe de sursaut qui a été appelé réflexe de Strauss aussi, réflexe de Strauss. Alors Strauss il décrit le sursaut, Strauss a décrit un réflexe qui s'appelle le réflexe de Strauss, qui correspond à ce que Thomas Hanna, dans son livre Le mythe du vieillissement, décrit comme le réflexe feu rouge. C'est-à-dire qu'il y a un danger, bouh, il y a un stress, et je vais me refermer sur moi-même, me replier tout de suite, replier le centre de mon corps, rentrer la tête en avant, rentrer les bras en avant et les lever légèrement avec rotation interne, flexion au niveau du ventre, il y a un bruit, bouh, et je sursaute effectivement, mais en rentrant vers l'intérieur pour protéger mes organes. Ce réflexe-là s'appelle réflexe de Strauss. Après, on a vu qu'il y a d'autres réactions de sursaut qui peuvent arriver, c'est en fonction peut-être de l'intensité, du type de stimulation, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le Moreau va se transformer en sursaut. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre les deux? Parce que les deux sont des réactions de stress. Le Moreau face à la chute, on l'a bien vu dans l'épisode numéro 1, et le sursaut face à quoi? C'est quoi cette réaction de stress? Parce que le Moreau va disparaître. Entendons-nous bien, vous savez très bien, s'inhiber, il peut ressurgir à bon escient si je glisse sur une peau de banane ou une plaque de verglas. Donc, le sursaut, c'est quoi? Il y a un danger, bouh! Je vois un chien qui court vers moi, qui a de la bave et des crocs comme ça, ou j'entends un bruit soudain. Qu'est-ce que je vais faire? Tous mes muscles se contractent hyper rapidement, très fortement, tac! Tout le monde sait ce que c'est que sursauter. Pourquoi on sursaute? Pourquoi on sursaute? Et comment ça se passe? Je reviens au Moreau. Quand je prends un bébé, je fais semblant de le lâcher. Il ouvre son corps, il referme son corps et je lui fais un câlin. Je recommence, il refait la même chose. C'est une réaction, réflexe, stéréotypée. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez un bébé qui a le Moreau? Vous êtes là et puis vous voyez, il va s'ouvrir, il va se mettre à pleurer et il a eu peur. Vous lui donnez des paroles rassurantes. Vous dites « Ah bébé, désolé, je t'ai lâché un peu » ou « Il s'est passé ci, il s'est passé ça », vous le rassurez. Et beaucoup de gens ils disent « C'est rien, c'est pas grave ». En fait, c'est rien, c'est pas une bonne idée de dire c'est rien parce que nous, on dit qu'il ne faut pas dire c'est rien, c'est quelque chose. Il y a eu un bruit, il y a eu un geste, il y a eu un coup sur le bébé, il y a eu, mais on lui explique, on dit « Voilà bébé, il s'est passé ça ». C'est pas dangereux, c'est pas grave, c'est pas la peine de s'exciter. Sous-entendu, dans certains cas, ce sera grave, mais là, vous ne direz pas au bébé, attention, c'est grave, vous réagirez très très vite de rattraper votre bébé, d'aller à l'hôpital, de faire des trucs, et là, vous n'êtes pas dans l'explication, là, c'est grave, non, vous agissez tout de suite. Mais quand c'est pas grave, vous le dites et vous rassurez le bébé en disant, tu vois, ce genre de situation, analysons-la ensemble, et je te dis, c'est en train de se passer ça, il y a une porte qui a claqué, ou il y a une voiture qui a fait bip bip, ou tu as reçu un petit choc là, désolé, c'est pas grave, tu peux te calmer. Et on lui fait du bisou, on le prend dans les bras, on le rassure, et s'il n'y a pas eu de douleur, évidemment, tout va revenir dans la norme. Le sursaut est très différent. Le sursaut, c'est que je vais sursauter. Il y a eu un bruit, il y a une lumière vive, quelque chose qui bouge, et qu'est-ce que je vais faire? Ou quelqu'un qui fait toc 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 dans la rue comme ça soudainement. Je vais sursauter, je vais me retourner. Et je vais analyser tout de suite. S'il y a eu un bruit, vous tout de suite vous orientez la tête vers le bruit. Et vous cherchez tout de suite à regarder de quoi s'agit-il. Pour tout de suite savoir si c'est un vrai danger. À ce moment-là, vous restez en excitation, système sympathique, au secours, au secours, au secours. Et vous agissez, s'il faut s'enfuir, vous enfuyez, s'il faut attaquer, vous attaquez, s'il faut faire je sais pas quoi, vous faites je sais pas quoi, mais vous prenez une décision. Autrement dit, et si c'est rien, pardon, votre corps retourne à la norme, vous voyez, ah c'est juste une porte qui a claqué, mais vous avez quand même sursauté, vous êtes orienté vers le danger, vous l'avez analysé, et automatiquement vous dites, ah, vous vous mettez à respirer profondément, ce qui va activer le système parasympathique, vous vous calmez, le cœur va ralentir progressivement, et voilà, et tout revient à la normale. En fonction du stresseur, ça va prendre plus ou moins de temps, et de votre personnalité, ça va prendre plus ou moins de temps pour revenir à la normale, mais ça revient à la normale, il n'y a pas de vrai danger. Vous voyez que c'est toujours le système où c'est les réflexes qui prennent les commandes. D'abord je sursaute, puis j'analyse. Ça ne peut pas être autrement. Le corps se prépare déjà au danger. Et ensuite vous analysez et vous dites, bah non, finalement, détends-toi.
C'est un peu le sens de la neuroception tel que décrit par Stephen Porges de la théorie polyvagale. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Quelle est la différence? Le moro, c'est systématique, toujours la même réponse. C'est pour ça qu'on dit que les réflexes, ce sont des réactions stéréotypées. Dans le sursaut, il y a une réaction stéréotypée, on va dire le Strauss, la partie Strauss, sursaut, et ensuite j'oriente vers mon regard, mon écoute, mon corps vers le danger potentiel, et une décision est prise. C'est très important parce que dans le moro, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est la réassurance qui est important. C'est de dire, tu vois, c'est pas grave, voilà ce qui se passe. On enseigne à nos enfants d'identifier, là c'est un vrai danger, là c'est pas un vrai danger. Là tu peux activer ton ocytocine et te raccrocher à moi, tout va bien, on est en sécurité. Ou là on n'est pas en sécurité, c'est cortisol, adrénaline et situation, fuite, lutte, figement ou que sais-je, comment il faut réagir. Hein, je ne vais pas rentrer dans les histoires de co-régulation de la TPV, théorie polyvagale, mais c'est ça qui est important, la co-régulation. Si l'enfant sent qu'on est en sécurité, ça va lui donner la sécurité. Il voit notre visage, il sent nos hormones, il sent tout ce qui se passe, et ça va lui donner la sécurité. Il ne peut pas la trouver à l'intérieur de lui, tout seul. Et il a besoin de ce qu'on appelle la co-régulation. Et c'est valable pour tous les humains. C'est le principe de je baille, vous baillez. J'ai peur, vous avez peur. Je souris, vous souriez. Et ça synchronise des choses au niveau hormonal, etc. Énormément de cette co-régulation passe par la pacification des réflexes de stress. Et avant toute chose, le moro. Ce qui nous fait dire aussi, et que ce qu'on pourrait dire avec un autre vocabulaire, parents stressés, enfants stressés, nous on dirait parents présentant un moro non intégré égale enfant présentant un moro non intégré. Puisqu'il ne va pas pouvoir donner de la régulation, on ne va pas pouvoir co-réguler nos enfants petits. Et donc on va avoir ces enfants qui peuvent grandir avec un moro qui reste suractif et qui fait qu'ils vont stresser à l'école dès qu'on leur pose une question, ils vont perdre leurs moyens et tout, c'est typique du moro. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que le moro fait partie des réflexes de défense, donc c'est le réflexe de retrait numéro 1 qui laisse place progressivement au réflexe de moro dans le ventre de la mère, qui laissera place ensuite au réflexe de sursaut. Et donc, dans la vie adulte, ou enfin je dis adulte, la vie après 3 mois, c'est le réflexe de sursaut qui doit être là, et pas le moro, sauf quand je chute. Quand on chute, c'est logique que le moro s'active. Voilà. Alors, comme je l'ai fait pour les autres réflexes, je parle de schème synergiste et schème antagoniste. Qu'est-ce qui va dans le même sens que le moro et qu'est-ce qui est à l'opposé du moro? Évidemment, le moro, je l'ai dit, il fonctionne avec le retrait. Je ne voudrais pas trop rentrer dans ce détail-là parce que le réflexe de retrait, c'est assez énorme, mais ils ont tendance à fonctionner ensemble. S'il y a vraiment un stress assez important, je vais activer ma réaction de retrait. Ça correspond à ce qu'on appelle le figement, et ça va se transformer, en fait, le retrait initial du bébé va se transformer en figement, et c'est pour ça que certains parlent de réflexe de peur paralysante ou de paralysie par la peur. Ce moro, il va être soutenu d'un point de vue postural par le réflexe de redressement statique, par le réflexe spinal de Pérez, et je vous ai dit que le moro, il fonctionne toujours avec le réflexe d'agrippement de la main. Ça, il faut le comprendre, on ne peut pas fonctionner tout seul. Vous vous rappelez, le moro, le bébé ouvre ses bras, ouvre ses doigts, il va chercher la sécurité à l'extérieur. Et si on met quelque chose dans la main d'un bébé, il ne va pas exprimer le moro s'il a quelque chose en main. On a bien expliqué ça dans l'épisode numéro 1. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que pour trouver ma sécurité et que mon moro s'intègre, il faut aussi que mon réflexe d'agrippement s'intègre. Le réflexe d'agrippement va avoir un effet sur le réflexe de moro et vice-versa. En fait, d'un point de vue développement des espèces et développement humain, on ne peut pas séparer l'un de l'autre à proprement parler. Alors, ce qui va nous intéresser énormément, quand on cherche à intégrer un moro et à comprendre comment il fonctionne, c'est de voir quels sont les schèmes antagonistes au moro. Donc si le moro c'est signal de stress, quels sont les réflexes qui donnent un signal de sécurité en quelque sorte? Donc le premier, alors ça, je vais dire le nom de ce réflexe, ça peut vous surprendre beaucoup, c'est le réflexe d'attachement. Vous avez sans doute entendu parler du principe ou de la théorie d'attachement en psychologie qui est considérée aujourd'hui comme sans doute la théorie scientifique, psychologique la plus solide en psychologie, la théorie de l'attachement, c'est-à-dire la théorie psychologique sur laquelle il y a le plus d'études, le plus de recherches.
je reviens tout de suite sur ce mot théorie. Beaucoup de gens qui ne sont pas scientifiques, et la plupart des gens dans le grand public, ils ne comprennent pas le mot théorie en science. Parce que pour nous, on pense qu'une théorie, ça veut dire quelque chose qui est théorique et qui n'est pas avéré. On dit c'est une théorie. C'est pas du tout ce que veut dire ce mot en science. Retenez ça parce que c'est hyper important. Dites, en science, quand quelqu'un fait une découverte, c'est toujours une théorie. Cette théorie, au fur et à mesure des années, elle évolue. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut dire qu'on en a une compréhension renouvelée, etc. Par exemple, vous avez entendu parler de la théorie de l'évolution, de Darwin, de la sélection naturelle des espèces. On dit que c'est la théorie. Mais c'est la chose, cette théorie-là, c'est la théorie, c'est le principe scientifique le plus avéré de toute l'histoire des sciences. Plus que la physique quantique, plus que les mathématiques, plus que tout. C'est la théorie scientifique la plus balèze. Maintenant, on fait des petites découvertes grâce à l'ADN, grâce à ceci qui vient toujours rajouter de l'eau au moulin de cette théorie qui s'affine au niveau de la compréhension qu'on en a. Pourquoi c'est important ? Parce qu'un scientifique ne va jamais dire que quelque chose, c'est un fait pur et dur. Si un scientifique qui dit ça, d'abord, ce n'est pas un scientifique et il serait en train de nier les milliers d'années d'évolution de la théorie. Depuis, je dis Aristote, etc., tous les grands mathématiciens, ça a évolué sans arrêt, ça évolue sans arrêt. Et ça ne veut pas dire que c'était faux ce qu'a dit Aristote, etc. Simplement, maintenant, on a une compréhension différente. Donc quand on dit en psychologie, il y a beaucoup de théories. Certaines de ces théories sont plus ou moins soutenues par des évidences scientifiques, par des preuves, etc. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est une théorie, c'est quelqu'un qui dit voilà comment les choses doivent marcher, mais ensuite il fait une hypothèse. Là, c'est pas la même chose, une hypothèse. Ensuite, cette hypothèse va être confirmée par des recherches. À ce moment-là, ça devient une théorie qui a un aspect explicatif et un aspect démonstratif. Ça, c'est une théorie, et ça restera toujours une théorie, ça ne s'appellera jamais autrement qu'une théorie. Sinon, vous vous transformez en secte ou en vérité étatique ou en religion. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ceux qui disent le contraire, bûcher. En psychologie, il y a des hypothèses, puis ensuite il y a des expériences qui sont faites. Il faut savoir que la psychologie, ce sont des expériences, des études scientifiques, encore et encore et encore. Beaucoup de gens pensent que la psychologie, c'est des trucs olé olé et tout. Du tout, il n'y a rien de plus sérieux que les recherches en psychologie. On peut critiquer des tas de biais, de recherche et tout. Je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais la théorie qui, scientifiquement, a été le plus étudiée, le plus validée de toute l'histoire de la psychologie, ce n'est pas les élucubrations de Freud et des psychanalystes, etc. Non. Là, il n'y a aucune validité scientifique à tout ça. C'est pas moi qui le dis, lisez-le. Voilà. Il y a aujourd'hui des thérapies comme les thérapies cognitives et comportementales. Alors il y a plein de courants dedans, certains sont plus ou moins étudiés que d'autres. À ma connaissance, la théorie cognitive et comportementale la plus étudiée scientifiquement, le plus de recherches, c'est ACT, Acceptance and Commitment Therapy, ACT. C'est celle sur laquelle il y a eu le plus de recherches effectuées et qui montre donc le plus de validité thérapeutique. Mais sinon, la théorie psychologique la plus étudiée, c'est la théorie de l'attachement. Alors certains qui ne comprennent pas, des journalistes et tout, ils disent on ne devrait pas dire théorie, c'est avéré, on devrait dire c'est avéré, donc on devrait dire c'est un principe, c'est le principe d'attachement. Je comprends pour que le grand public, ça parle plus de dire c'est le principe d'attachement, pour dire voilà c'est vrai et c'est comme ça que ça marche et tout, mais les vrais scientifiques et les vrais psychologues continueront à dire à juste titre théorie d'attachement, pour dire que c'est un modèle explicatif qui change. Et pourquoi ? Mais vous imaginez bien que quand cette théorie de l'attachement a été découverte dans les années 60, les enfants, nos comportements maternels, la société, les exigences sociétales, l'école et tout, avaient été très différents de 2025, 2026. Et donc notre manière de nous attacher, les liens qui sont faits, etc. À l'époque, on savait un certain nombre de choses, mais maintenant on a des suivis à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est-à-dire de comment l'attachement s'est fait dans la petite enfance et quel lien ça génère 40 ans plus tard. On a des recherches qui vont dans ce sens-là. Des recherches qu'on dit longitudinales. Et c'est passionnant. Et donc ça a permis d'approfondir cette théorie. Il y a des gens comme Boris Cyrulnik qui ont passé leur vie à étudier ça. Et c'est fascinant. Donc le réflexe d'attachement,
Nous, on va dire réflexe d'attachement. Le bébé cherche à s'attacher à la naissance et vice-versa. Les parents au bébé. Et scientifiquement, ça peut s'observer par la plus grande sécrétion d'ocytocine qu'on puisse mesurer dans le corps humain. C'est à l'attachement mère-bébé, bébé-mère. C'est le plus grand shoot d'ocytocine, c'est lors de l'attachement mère-bébé. Alors, je ferai un épisode de podcast sur l'attachement, et j'expliquerai tout un tas de choses. Évidemment, c'est un réflexe. C'est un réflexe qui va créer de la sécurité et de l'ocytocine. C'est-à-dire l'antagoniste de cortisol, adrénaline, qui sont les hormones de stress. Le moro génère du stress, l'attachement génère de l'ocytocine. Donc, il est logique de dire que le réflexe d'attachement est l'antagoniste du réflexe de Moro. Dans une autre moindre mesure, mais néanmoins important, le réflexe paume-bouche de Babkin. Le réflexe paume-bouche de Babkin, quand on appuie dans la paume d'un bébé, il ouvre la bouche. Et donc le bébé va obtenir de la satisfaction quand il fait ça. Le bébé, il aime mettre quelque chose en main, qui va téter, qui va explorer avec sa bouche, et ça va lui donner du bien-être. Là aussi, c'est lié à ce que nous, plus tard, on est stressé et il faut qu'on bouffe. Le bébé, il suffit de téter. C'est pour ça que des gens disent « Ah ben oui, si tu lui donnes sa totote, sa sucette, quand le bébé est stressé, ça lui fait du bien. » Les experts ne sont pas très pour ce genre de choses, que ce soit experts en psychologie ou experts surtout de la sphère oro-myo-faciale, c'est-à-dire pour tout ce qui est les dents, etc. Que le bébé ait besoin de téter et qu'il tète sa mère, c'est pas un problème. Et qu'il tète sa mère juste pour du bien-être et se connecter à sa mère, c'est une très bonne chose. Certains disent qu'il y a la succion nutritive et la non nutritive. C'est vrai. Dans certains cas, le bébé il tète pour manger, mais dans certains cas, il tète pour faire un câlin à sa mère en quelque sorte. Mais certains ont prétendu que c'était pas bien de mélanger les deux. Et c'est faux. Parce que si on empêche le bébé d'établir un lien émotionnel et une sécurité émotionnelle au corps de sa mère, il va aller trouver où cette sécurité? Donc quelque chose d'autre qui sera beaucoup moins adapté. Donc tout ça pour dire que l'enfant, quand il a du stress, il va chercher à amener des choses en bouche et téter des choses en bouche et des gros objets, et c'est très bien. Moi je dis juste éviter tous les plastiques proches des bébés. Si vous avez des bébés, bannissez les plastiques, les jouets en plastique, refusez-les, dites-le à l'avance, pas de jouets en plastique, que des vrais objets. Pour plein de raisons. Le plastique, d'un point de vue tactile, c'est très mauvais pour les enfants, c'est inintéressant. L'enfant, pour se développer, a besoin de tactilité, a besoin de texture, a besoin de chaud, de froid, de différents contacts. Et surtout, il n'a pas besoin de perturbateurs endocriniens et de plastique à l'intérieur de son corps qui vont le bousiller. Le RTAC, donc paume-bouche de Babkin, ça va apporter du bien-être. Le réflexe tonique asymétrique du cou aussi, ben oui, c'est la curiosité. Le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est qu'il va tourner la tête d'un côté pour s'ouvrir et pour sortir de la réaction de Moro. Si le bébé est curieux et que la curiosité prend le pas sur le Moro, ben je sors de la réaction de stress du Moro. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on voit le bébé pleurer et stressé, on cherche à lui détourner l'attention, on fait « Ah bébé !» On se met d'un côté du bébé et le bébé va tourner sa tête de ce côté-là, il va nous regarder, il va nous écouter et hop, il arrête de pleurer. Le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est activation du néocortex, de la curiosité, de l'intérêt visuel et auditif. Si je suis là, dans mon néocortex, je ne suis plus dans mon cerveau réflexe qui stresse. Le réflexe de Landau, qui est un réflexe où le bébé est sur le ventre et va se mettre tout en extension, on l'appelle le réflexe de la joie et de la bonne humeur. C'est tout ce qui est extension, c'est sortir du Moro qui est l'inflexion. On va avoir aussi le réflexe d'envol et d'atterrissage, qui est plus tard quand le bébé cherche à sautiller, mais qui est présent chez le bébé dès la naissance. Et enfin le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov. Je ne vais pas m'étendre sur ces deux-là, ils sont hyper importants, mais ça fera encore des épisodes de podcast très longs si je prends autant de temps pour expliquer ça que pour l'attachement, et je pourrais. Mais sachez que dans l'envol et l'atterrissage, c'est le bébé qui saute de joie, en quelque sorte, on va dire ça, qui cherche à explorer l'espace. Et dans l'orientation cognitive de Pavlov, c'est un peu la même chose qu'avec le RTAC, c'est la curiosité, c'est l'intérêt. Le bébé va vous regarder curieusement, vous allez faire des petits bruits pour détourner son attention. Et à partir du moment où vous avez détourné son attention, il sort du Moro. Donc ça veut dire que c'est important, nous, en tant que parents, de connaître ces réflexes-là, attachement, paume-bouche de Babkin, RTAC, Landau, envol et atterrissage et orientation cognitive de Pavlov, parce que le bébé il peut ressentir pas mal de stress dans sa vie de bébé. Et le fait d'avoir un environnement sain qui stimule ces différents réflexes-là va favoriser une bonne intégration du Moro et éviter que l'enfant grandisse sous stress et en gardant
des réactions de stress inappropriées, avec un enfant qui perdra facilement confiance en lui, etc., etc. Donc c'est hyper important, évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi que c'est pas amusant de stresser les bébés. Si vous stressez votre bébé, vous aurez un bébé stressé et vous allez galérer dans la vie, et lui aussi, toute sa vie. J'ai encore plein de choses à dire sur le Moro. Vous croyez qu'il y aura épisode 3 ? On a à peine effleuré le sujet. Il a été dit, quand je dis comme ça, il a été dit, c'est que je n'ai pas la source exacte en tête. La source, vous les retrouverez, par exemple, la référence mondiale, c'est Le Grand Livre. Désolé, comme on dit, Conflit d'intérêts. C'est un livre que j'ai traduit, que j'ai publié dans notre maison d'édition Ressources Primordiales, qui est le best-seller sur les réflexes, s'appelle Le Grand Livre des réflexes, de Sally Godard-Blight. C'est là que vous trouvez les références des choses qui sont dites. Donc dans le livre, Le Grand Livre des réflexes, vous trouvez les références de ce dont je suis en train de parler, qui a dit que le réflexe de Moro interviendrait dans la première respiration lors de la naissance. Évidemment, vous savez très bien que dans le ventre de la mère, le bébé ne respire pas, sans quoi il se noierait. Enfin, c'est un peu bête ce que je dis. Ses poumons sont remplis de liquide, il ne peut pas respirer véritablement. Mais au moment où son nez va rentrer en contact avec l'air, au moment de la naissance, il va se mettre à respirer. Mais ce n'est pas si simple. Bien sûr, ça va déclencher ce qu'on appelle le réflexe respiratoire. En fait, dans le ventre de la mère, il avait un autre réflexe qui s'appelait le réflexe apnéique, réflexe d'apnée, qui fait que quand le nez est dans l'eau, on ne respire plus. Ça marche comme ça chez le bébé, ça ne marche pas comme ça chez nous. Je peux vous le dire parce que hier à la piscine, à l'apnée, à un moment donné, j'ai respiré un petit peu par le nez, comme j'avais le nez encore un peu encombré, et c'est pas agréable du tout. J'aurais préféré que j'ai un réflexe qui m'empêche de respirer par le nez. Quand on est sous l'eau, c'est mieux, ça évite de boire la tasse. Je ne vais pas suffisamment respirer par le nez pour boire la tasse, mais suffisamment pour devoir sortir vivement et tousser un petit peu quand même. Mais le bébé, lui, il a ce réflexe toujours actif, vous le savez. Vous avez le phénomène des bébés nageurs, vous prenez un bébé qui vient de naître, ou même de 1 ou 2, 3 mois, vous lui mettez la tête sous l'eau, et il ne va pas boire la tasse, il va arrêter de respirer, il ferme sa bouche, il arrête de respirer, il sort de l'eau, il ne pleure pas, il est bien, il sait arrêter de respirer. Il ne faut pas le laisser plus que quelques secondes, bien sûr, mais c'est un réflexe. En fait, ce réflexe était en permanence actif dans le ventre de notre mère. Et au moment où notre nez touche l'air, ce réflexe arrête d'agir et on peut se mettre à respirer. Donc est-ce que c'est que j'ai un réflexe de respiration ou est-ce que j'ai un réflexe d'apnée qui s'interrompt quand je suis dans l'air et qui est toujours là ? Chez le bébé, c'est les deux évidemment. Puis progressivement, ce réflexe d'apnée va disparaître et faites attention parce que quelques semaines plus tard, si vous remettez le bébé la tête sous l'eau ou le jetez dans la piscine, là il va sacrément boire la tasse, sacrément pleurer, c'est très dangereux. En revanche, si vous avez fait bébé nageur, il va progressivement transformer le réflexe d'apnée en une apnée volontaire et mature où il apprendra à retenir sa respiration sous l'eau et il pourra de lui-même aller nager sous l'eau parce qu'il saura le faire volontairement. Donc, pour en revenir à cette chose fascinante, le bébé, au moment de la naissance, il va se mettre à respirer. Mais ce n'est pas si simple comme je disais, parce qu'il faut que ses poumons s'ouvrent, se déploient littéralement, physiquement. Il était recroquevillé, les poumons étaient fermés, affaissés, et il va falloir que le liquide qui était aussi soit éjecté, ou je ne sais pas très bien comment ça fonctionne pour dire vrai, mais il va falloir que le corps du bébé se déploie pour cette première inspiration. Et là, on pense qu'il y a deux réflexes qui agissent. Un qui s'appelle le réflexe tonique labyrinthique, qui va, au moment de la naissance, quand le bébé va passer par le canal de la naissance, sa tête va se mettre pour la première fois dans une forte extension, et ça va amener tout son corps en extension. Ce qui va déclencher une réaction de Moro assez vive, où le bébé va ouvrir ses deux bras et prendre une première grosse inspiration, et souvent accompagnée d'un cri. Ça vous rappelle quoi ? Je viens de décrire le Moro. Une ouverture du corps, tête part en arrière, grande inspiration et cri. Donc certains auteurs disent que le Moro est en partie responsable de la première inspiration. Et vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on fait semblant de lâcher le bébé, il fait « J'avais bien décrit ça dans le premier épisode sur le Moro. Donc le Moro, à ce moment-là, participe à la première respiration et participe avec le RTL à la mise en extension du corps du bébé après la naissance.
Alors, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais vous savez que ce réflexe de Moreau, il est observé par les pédiatres après la naissance. Pourquoi ? Parce que chez la majorité des bébés qui sont atteints de trisomie 21, ils ne présentent pas le réflexe de Moreau. Alors, je n'ai pas l'exact chiffre en tête n'étant pas pédiatre, mais je crois que c'est 85% des enfants nés avec une trisomie 21 n'ont pas de Moreau à la naissance, et les autres 15%, ils l'ont et ils vont le garder toute leur vie. Vous voyez ? Donc c'est très important que les pédiatres vérifient ça, bien sûr, parce que, alors il y a la trisomie 21, mais il y a peut-être d'autres choses. En tout cas, les pédiatres savent que s'ils ne voient pas de réaction de Moreau à la naissance, c'est en général pas bon signe, et ça suffira pas pour faire un diagnostic, mais ce sera un premier symptôme, et évidemment les pédiatres vont aller explorer d'autres choses de pédiatres pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux et pourquoi le système nerveux du bébé ne réagit pas comme il devrait réagir. Je sais que j'ai encore des choses à vous dire. Bon, évidemment, je l'ai dit juste avant, le réflexe de Moreau, il ne faut pas le surstimuler, donc il ne faut pas s'amuser à faire peur au bébé pour voir un Moreau. On fait ça une fois ou l'autre pour identifier le Moreau. Les pédiatres ils font ça, mais on ne s'amuse pas à faire peur à un bébé, à le faire pleurer comme ça, évidemment volontairement, mais parfois c'est fait involontairement, donc il faut être un peu attentif. C'est ce qu'on fait un peu spontanément, hein, puisqu'on sait qu'un petit bébé qui vient de naître, il ne tient pas sa tête, et qu'on va beaucoup tenir la tête du bébé. Les petits bébés de moins de 3 mois, on est doux quand on les porte, quand on les pose, quand on les prend dans les bras. En général, spontanément, on est assez doux avec les tout petits bébés. Donc c'est ça dont on parle. Évidemment, quand on est doux avec les bébés, ils ne vont pas réagir avec du Moreau. Et si on est un peu vif, ils vont réagir avec du Moreau, ils vont pleurer et ils vont le dire: au secours, je suis en danger. Donc évidemment, ça va être important, sans quoi l'enfant il va grandir avec beaucoup de stress, et beaucoup de sensibilité au stress. Et voilà quoi. Quelque chose qui nous importe beaucoup. Le Moreau, c'est une réaction face à la chute. Donc si le bébé sent qu'il tombe, il fait le Moreau. Mais parfois, vous verrez dans des descriptifs de gens, sur les réflexes ou je ne sais pas où, sur Internet, que certains disent: oui, mais on peut aussi déclencher le Moreau en faisant un bruit ou en allumant une lumière vive. Et de fait, si vous faites ça, vous verrez un Moreau. C'est-à-dire que vous avez, admettons, un bébé qui est allongé dans son lit, qui dort ou pas d'ailleurs, et puis vous faites un bruit soudain. C'est théorique, hein, ne le faites pas pour de vrai, mais vous avez tous vécu ça. Moi j'ai vécu, mon enfant, il dort et puis la porte claque, vous rentrez dans sa chambre, vous croyez qu'il dort, enfin vous ne saviez pas qu'il dort dans son lit, vous allumez la lumière pour aller attraper quelque chose, vous ne saviez pas que le bébé, il va se réveiller, il va hurler, il va faire un Moreau, il aura eu peur, et vous voyez très bien le Moreau. Donc à ce moment-là, vous vous dites: tiens, le Moreau, Paul a parlé de éventuellement une réaction vestibulaire ou de la nuque ou quoi, quand le bébé sent qu'il tombe, ça active le Moreau. Donc c'est un réflexe purement déclencheur vestibulaire postural. Et puis pourtant, si je fais un bruit soudain, une lumière vive, le bébé va faire Moreau aussi. Et c'est tout à fait vrai. Vous allez voir une réaction de Moreau. Mais nous pensons, et je crois que je suis sûr, Mazgutova a expliqué ça très bien dans ses cours quand je me suis formé avec elle en 2001. Mazgutova a expliqué que à ce moment-là, le Moreau s'est déclenché secondairement. C'est-à-dire que le bébé, en fait, il va plus sursauter ou avoir, si c'est un bébé de moins de 3 mois, évidemment, avoir un réflexe de retrait qui va contracter son corps et déclencher le Moreau. Autrement dit, le Moreau reste purement un réflexe postural, mais les réflexes de défense que sera plus tard le réflexe du sursaut, et je l'ai bien décrit, ce sera visuel et auditif, et le réflexe de retrait éventuellement. Donc en fait, et je l'ai expliqué, et c'est pas la même chose, l'entrée visuelle, l'entrée posturale, l'entrée auditive. Et pour moi c'est important, on ne peut pas tester un véritable Moreau en faisant bouh, ou en tapant dans les mains, ou en allumant une lumière vive dans les yeux du bébé pour voir s'il fait le Moreau. D'ailleurs, Dieu soit loué, vous ne verrez jamais aucun pédiatre faire ça. Les pédiatres s'en tiennent à ce qui est écrit dans les livres de pédiatrie, donc nous devrions faire la même chose. C'est comme ça que ça a été décrit par Moreau. C'est
posturale, vestibulaire. Les pédiatres, alors il y a plusieurs manières de tester le Moro, il y a plusieurs écoles, l'école française, l'école américaine. Il y a une école l'école française, c'est plutôt le bébé est allongé sur la table d'examen. On attrape, on met nos doigts dans les paumes du bébé, on soulève légèrement le bébé puisqu'il va agripper, et puis on le lâche d'un coup vif, c'est-à-dire que la tête du bébé c'est très peu levé, puis hop, on relâche le bébé comme ça, et le bébé va faire le Moro, et lâchez vos doigts éventuellement, c'est assez bizarre. Une autre manière de faire, c'est de pencher le bébé en mettant notre main dans le dos et en tenant la tête et en le laissant se pencher en arrière, et là il va faire le Moro. Très souvent, moi j'ai vu de prendre tout le bébé dans les bras, puis nous-mêmes on penche tout notre corps en arrière de manière vive et le bébé va faire le Moro. C'est-à-dire que dans les écoles françaises, la tête est soutenue. Dans l'école américaine, c'est plutôt, vous avez le bébé soutenu au niveau du dos, une main, l'autre main sous la tête, et on lâche la tête. On lâche la tête de quelques centimètres, très peu. Mais en France, ça fait très peur de faire ça. Aux États-Unis ou en Russie, ça pose pas de problème. Il n'y a pas cette peur qu'on a par rapport à la tête du bébé. De la même manière que chez nous. Donc ils font ça, ils lâchent juste la tête et là on voit un très beau Moro. Donc c'est clairement vestibulaire, postural. Pour nous c'est très important de faire cette distinction là. Le Moro c'est je choix et le sursaut plus tard ce sera bruit et son. Et voilà, je voulais insister là-dessus parce qu'il ne faut pas mélanger les choses, parce qu'on ne peut pas tester un Moro en tapant dans les mains ou en allumant je sais pas, un spot dans les yeux de la personne. Ça créera de la confusion, ça créera du sursaut, ça créera du réflexe de retrait qui pourra entraîner un Moro. Mais si vous cherchez à voir et à séparer les choses, il faut séparer les choses. Et nous, dans les cours en IMP, on sépare bien les choses entre le sursaut, le retrait, le Moro et différentes choses. Donc ça, c'est très important. Je crois qu'on va arriver au bout pour cette fois-ci. Mais j'ai encore 2-3 petits trucs qui me semblent importants à parler. Dans les cours en IMP, alors on apprend d'autres choses. Aujourd'hui, ça va suffire. Mais sinon, là vraiment, je suis parti pour un épisode 3 sur le Moro. Mais il faudra venir dans les cours. En IMP, on dit que le réflexe, une fois qu'il est intégré, donc s'il a bien joué son rôle petit, ça veut dire qu'il a émergé quand il fallait qu'il émerge, il a été exercé pendant les 3e mois, ni trop peu, juste à bon escient, et puis ensuite il va s'inhiber, puis s'intégrer dans l'ensemble de la motricité du corps quand les réflexes de vie vont prendre le relais progressivement. Et donc si le réflexe a bien joué son rôle, bah évidemment, comme toujours pour tous les schèmes, parce que là j'ai dit réflexe, parce que quand on parle du schème chez le bébé, on parle du réflexe, c'est le réflexe de Moro, tel que vous pouvez le retrouver dans tous les livres de médecine. En revanche, quand on parle du rôle que le réflexe va avoir plus tard dans la vie et à quoi il sert, ses différentes fonctions, là on parle du schème, parce que ça veut dire que le réflexe était un patron pour différentes choses. Vous pouvez comprendre que j'ai dit que le Moro, on peut dire premier mot-clé, en IMP on a mis différents mots-clés, c'est les travaux de Ludivine, c'est au niveau corporel, c'est la stabilité. Le Moro, il veut assurer la stabilité. Si j'ai grandi avec un Moro bien intégré, j'ai plus de chances d'avoir une bonne stabilité, de me sentir stable dans la vie. Si en revanche, ce n'est pas le cas, je vais me sentir instable. Et là, je parle de vraiment physiquement. Mais physiquement, vous avez vu que le Moro est aussi lié à la respiration, par exemple. Grande inspiration sous stress. Beaucoup de gens qui ont un Moro mal intégré vont avoir tendance à beaucoup bloquer la respiration. Évidemment, sous stress, c'est normal qu'on bloque la respiration, mais eux, ils vont bloquer la respiration dès qu'ils font quelque chose d'un peu difficile, réfléchir ou quoi. Ils ont tendance à bloquer la respiration. Leur prof de yoga va leur dire, les enfants, ils vont chez l'orthophoniste pour rééduquer le langage et il dit la respiration, ça ne va pas, etc. Toujours, je ne vais jamais dire le mot toujours, il ne faut jamais dire toujours, très souvent accompagné d'un Moro non intégré, quand vous avez ces difficultés au niveau de respiration. Et parce que le Moro entraîne une respiration efficace depuis le premier souffle, comme je l'ai indiqué. Donc évidemment, des gens qui ont un Moro qui est mal intégré, ça peut créer des tensions au niveau du cou. Vous comprenez ça, puisque le Moro, c'est la tête qui part en arrière et c'est comment les 3 premiers mois, j'ai repris le contrôle de ma tête. Donc voilà, il y a plein d'autres détails dans le manuel de cours en IMP, mais je voulais juste dire ces quelques petits points là au niveau physique, mais il y en a d'autres. Au niveau émotionnel, c'est je me sens en sécurité, ça je crois que ça a été assez clair, j'ai bien expliqué les choses. C'est vraiment la sécurité qui peut mener
à la confiance en soi, etc. On ne dit pas que le Moro donne la confiance en soi, mais il faut comprendre que si je n'ai pas pu intégrer mon Moro petit, j'aurais du mal à établir une bonne confiance en moi. On n'est pas en train de dire que Moro pas intégré égale personne qui manque de confiance en lui, mais ça va être beaucoup plus difficile si je n'ai pas intégré mon Moro petit, parce que ça sous-entend il y a eu pas mal de stress. Je n'ai pas su surmonter les stress auxquels j'étais confronté, il n'y a pas eu suffisamment de co-régulation, il n'y a pas eu assez de cododo, il n'y a pas eu assez peut-être d'allaitement, il n'y a pas eu assez de parents qui rassurent, il n'y a pas eu assez de présence parentale, j'en sais rien. Je ne cherche pas à jeter la pierre ou donner toutes les causes, je donne des petits exemples qui me passent par la tête, mais ça peut être plein d'autres choses. L'enfant a pu tout simplement, entre guillemets, avoir un accident, chuter de la table allongée, recevoir des chocs, avoir dû être opéré, ranimé après la naissance ou intubé, je sais pas, il y a 1000 choses qui peuvent expliquer ça. Et puis des fois, des choses qu'on n'arrive pas à pointer du doigt, qu'on ne comprend pas, ça a pu être lié au développement embryonnaire, et ça, il y a énormément de raisons pour lesquelles les réflexes ne s'intègrent pas, qui sont dues aux réflexes à la phase embryonnaire et fétale, c'est-à-dire au développement. Aujourd'hui, on sait que les carences alimentaires sont légion. C'est difficile de trouver une mère qui est bien alimentée pendant la grossesse, et c'est quasiment impossible de nos jours, même si vous mangez bio et tout comme il faut, parce que les aliments sont carencés, il n'y a plus assez de phosphore, de magnésium et tout dans nos aliments, parce que les terres, même bio, sont devenues improductives. C'est l'agriculture intensive, c'est les métaux lourds, c'est les pesticides, c'est les PFAS, c'est tout ça. Bah, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis. On prend. Les gens ont tendance à dire hey, Paul, hein, tu vois le mal partout. Bah non, je vois pas le mal partout. On prend les femmes, mais on prend les hommes aussi. On fait une prise de sang, on a plus de 50 polluants graves, cancérigènes. On a des métaux lourds, on a ça dans le sang. Et les études sur le lait maternel montrent. Ne vous dites pas qu'il va falloir prendre des préparations pour nourrissons, c'est encore pire avec les pesticides, etc. Mais dans le lait maternel, on va trouver là aussi des polluants. On en est arrivé à des choses où on nous dit il faut prendre des oméga 3, donc il faut manger du poisson, mais en même temps, il ne faut pas manger du poisson parce que ça va vous empoisonner. Aïe, c'est compliqué. Sauf que nos bébés, pour grandir, pour développer leur cerveau, ce dont ils ont le plus besoin, ce sont des oméga 3, c'est de l'iode, c'est de la vitamine B9, de l'acide folique, c'est tout un tas d'autres choses. Et il va aller puiser dans le corps de la mère tout ce qu'il peut. Et donc il faut que la mère, ce soit un bon garde-manger pour fabriquer son bébé. Et de nos jours, ce n'est plus possible, quasiment impossible. Donc on retrouve aujourd'hui la quasi-majorité des bébés qui ont des déficiences, que ce soit autour de la sphère faciale, que ce soit autour de l'intégration des réflexes, que ce soit au niveau tissulaire, que ce soit au niveau du microbiote, que ce soit au niveau de plein de choses. Donc je sais que ça a l'air déprimant, mais il faut ouvrir les yeux, c'est la société dans laquelle on est. La société est une société qui n'est pas, on va dire, optimale. La société d'aujourd'hui, et peut-être, je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de côtés positifs dans la société d'aujourd'hui, hein, comme le fait de pouvoir être en lien grâce à ce podcast. Mais il y a aussi plein de côtés qu'on ne peut pas ignorer, qui ne sont pas du tout optimales pour le développement de nos bébés. Et je vais donner un autre exemple, même si je vais avoir l'air d'être, je ne sais pas, rétrograde ou quoi. Ce n'est pas possible qu'on demande aux mères de prendre un arrêt congé maternité que de 2 mois. C'est pas possible. Ou de ne pas tout arranger pour que les femmes qui veulent allaiter 6 mois, 1 an, 2 ans ne puissent pas le faire au boulot, ne puissent pas avoir des espaces pour faire le tire-lait si elles veulent tirer leur lait, si elles ont repris le boulot, de ne pas avoir la possibilité de s'arrêter plus longtemps pour le père et la mère. Beaucoup de gens vont dire mais ça va coûter cher ça. Mais non, au contraire, ça va nous permettre de faire des énormes économies. Si on passe plus de temps, si la mère est plus soutenue, si les parents sont plus soutenus quand le bébé est petit, s'il y a plus de co-régulation, s'il y a moins de stress, si le bébé prend un bon démarrage dans la vie, vous comprenez qu'on va faire des énormes économies. Énormes. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on laisse la mère seule. La mère va avoir beaucoup besoin d'un réseau de soutien pour les repas, Normalement, il faut toute une tribu pour élever un enfant. Donc aujourd'hui, on va demander à une mère seule de répondre à tous les besoins d'un seul bébé. Ce n'est physiquement et psychologiquement impossible. Personne ne peut y arriver. On le dit souvent, il n'y a pas de parents parfaits. Ben non, il n'y a pas de parents parfaits parce que c'est impossible. Parce que les bébés n'ont pas besoin de parents parfaits. Ou plutôt, ce que je voudrais dire, c'est que les bébés ont besoin de parents, mais pas que de parents. Et on est dans une société où on croit que les parents
devraient suffire à répondre à tous les besoins de l'enfant. C'est un mensonge, c'est faux, c'est un mythe. Les bébés ont besoin d'une tribu, ont besoin de dizaines de personnes autour d'eux, ont besoin de personnes âgées, très important, ont besoin d'adultes, ont besoin d'enfants, ont besoin d'autres bébés. Ils ont besoin d'une tribu, véritablement. Et je ne suis pas en train de dire que je suis en train de cautionner les crèches. Pas du tout. C'est pas ça, une tribu. Les mères ont besoin de gens qui viennent chez elles pour les aider à préparer les repas, pour se laver, pour qu'on puisse jouer avec le bébé pendant qu'elle fait d'autres choses, une promenade, etc. Elle a besoin d'un réseau de soutien. Elle a besoin de doula, elle a besoin de différentes personnes qui vont être là pour pouvoir l'aider. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une doula, D-O-U-L-A, eh bien, faites une recherche sur Internet. Très, très important de connaître le rôle de la doula. Et là, ne croyez pas que je me suis éloigné du sujet, puisque je suis en train de parler du moro. Et je suis en train de dire que si on a un bon démarrage dans les premiers mois de la vie, parce que la famille est soutenue, la mère est soutenue, le père est soutenu, le bébé peut entrer dans une co-régulation qui lui donne de la sécurité, c'est toute notre vie future qui va être impactée, positivement ou négativement, bien entendu. Si on grandit dans les bonnes conditions dès le départ, évidemment ça a commencé avant la grossesse, évidemment, mais là on a une phase majeure, tout comme la grossesse était une phase majeure, et il y aura d'autres phases majeures dans la vie, bien entendu. Je ne suis pas en train de, pour remplacer un titre, tout se joue avant 6 ans, de dire tout se joue avant 3 mois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là on a une phase absolument cruciale, entre autres choses, parce que c'est la phase qui met en place le réflexe d'attachement. Et si j'ai un excès de moro, un moro mal régulé, mal géré, je vais avoir du mal à établir un bon attachement. Or, aujourd'hui, on ne parle pas de dizaines, mais de centaines, voire de milliers d'études qui nous disent que le réflexe d'attachement met en place nos relations futures, familiales, amoureuses, amicales, socio-professionnelles, etc., etc. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui l'impact du premier regard, l'impact des premières tétées, l'impact de la première prise dans les bras et des premiers jours. En vrai, les scientifiques et les psychologues parlent des 1000 premiers jours, c'est-à-dire depuis la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Que c'est ça qui va forger toute la mise en place de comment on sera en grande majorité heureux ou malheureux dans les relations humaines, etc., etc. Donc on parle de quelque chose qui est majeur. Et donc, quand je dis, voilà, il faudrait avoir des réseaux sociaux, ça va coûter des millions. Mais non, ça va nous économiser des milliards et des milliards sur les suicides d'adolescents, sur les personnes âgées, les suicides des personnes âgées aussi, sur la dépression qui explose chez nos enfants et nos adolescents. J'ai bien dit enfants aujourd'hui. J'ai bien dit enfants aujourd'hui. Du nombre d'enfants qui sont sous antidépresseurs. Je parle en France. Je n'ai pas dit que tout ça, c'est à cause du moro. Le moro n'est qu'un symptôme de un truc sociétal. Oh là là, oh Paul. Vous voyez, ça c'est typiquement moi, je m'emporte. C'est pour ça que j'appelle ça intégration motrice primordiale. On ne peut pas parler réflexe sans parler société, sans parler préhistoire, sans parler mode de vie. Parce que c'est ça qui sont la cause de. Les réflexes nous permettent de voir quelque chose, les réflexes non intégrés, quelque chose cloche. Mais qu'est-ce qui fait que ça cloche? Pourquoi? Parce que Frank Furensich dit qu'il y a une inadéquation entre nos gènes préhistoriques de millions d'années d'évolution et la société dans laquelle on vit. Sans vouloir dire que la société n'est que mauvaise. Jamais je pense ça, jamais je dis ça. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui devrait être changé dans la société. Et il nous faut un projet de société en particulier qui touche les bébés, qui touche le démarrage dans la vie, qui touche les mamans, qui touche tout ça. On n'a pas de projet de société pour ça, malheureusement. Ni pour les personnes âgées. Mais comme par hasard, le début et la fin de la vie est comme occulté. Bon, je m'arrête. Au niveau cognitif, un mot bien intégré, ça veut dire la disponibilité. Ça, c'est un mot-clé majeur, la disponibilité. Il se met à pleuvoir. Il pleut déjà depuis un moment. Mais il va falloir que je me rentre. Ça va être tant mieux. Ça va me faire arrêter cet épisode qui lui aussi va faire 1 heure. Vous voyez, 2 fois 1 heure pour le moro, c'est très pas de trop. C'est la base, cette disponibilité, parce que je suis en sécurité, physiquement, émotionnellement, je suis disponible pour me concentrer, pour comprendre, pour être créatif, pour faire des choix et tout et tout. On ne peut pas faire tout ça si on est sous stress. Si on est sous stress, on va faire les mauvais choix, on ne sera pas disponible cognitivement et tout et tout. Le typique du moro, c'est quoi? Je vais donner un exemple.
puisque moi j'ai travaillé toute ma vie avec les enfants en difficulté scolaire, il faut bien séparer deux choses. L'enfant qui n'arrive pas à apprendre, par exemple à lire ou à apprendre ses tables de multiplication, par exemple, il n'arrive pas on va prendre les tables de multiplication, à mémoriser ses tables de multiplication, ça n'a rien à voir avec l'enfant qui a appris ses tables de multiplication à la maison, mais quand on l'interroge devant toute la classe, ne peut pas dire ses tables de multiplication. Le problème aujourd'hui à l'école, c'est que ce que voit l'enseignant, c'est le résultat. C'est quoi tes tables de multiplication? Il ne sait pas. Donc qu'est-ce que disent les enseignants en général? Tu ne les as pas apprises, tu ne les connais pas, tu ne les sais pas. Alors que peut-être que c'est juste, il perd ses moyens. Typiquement, un enfant qui n'arrive pas à apprendre ses tables de multiplication, je dis, il y a plus de chances que ce soit le réflexe tonique asymétrique du coup qui soit en cause, si je puis dire. Alors que si c'est, j'apprends mes tables de multiplication, mais quand on m'interroge, je perds mes moyens, là c'est clairement le réflexe de Moreau. Alors, je dis clairement, ça semble être, bonjour, la cause, mais ce qui évidemment va être déterminant, c'est que cet enfant, il vient dans mon cabinet, je vais faire l'observation du Moreau, je vais faire l'observation du RTAC, et je vais regarder, est-ce que c'est bien l'un ou l'autre. C'est rare qu'on se trompe. Quand on nous a dit ça, c'est qu'il perd ses moyens ou c'est qu'il n'arrive pas à les apprendre. Dans 85% des cas, quand il n'arrive pas à apprendre ses tables, on va retrouver le RTAC, et quand c'est il perd ses moyens. Alors là, je n'ai pas le chiffre exact pour le Moreau, mais il y a une étude qui montre, je crois que on n'est pas loin des 80% des cas. Donc vous voyez, c'est assez énorme, hein, c'est énorme. Hein. C'est énorme, c'est pas juste de temps en temps, non, c'est énorme. Donc c'est hyper important ça, ce Moreau, et que les enseignants aient cette compréhension-là. Nous, souvent, quand on fait des interventions dans les écoles, on montre aux enseignants comment détecter si c'est plutôt Moreau ou si c'est plutôt RTAC, parce que évidemment, en fonction de ça, on ne va pas faire les mêmes préconisations pour rassurer l'enfant ou pour faire des suggestions pédagogiques. Alors là, tant pis, je vais faire l'impasse, j'avais encore plein de choses à dire sur le Moreau, mais il faudra se reporter au manuel de cours dans les stages. Mais je ne voudrais pas terminer ce podcast sans donner des suggestions pédagogiques. Quand on sait qu'on est en présence de quelqu'un, typiquement un enfant, mais ça peut être un adulte qui a un Moreau non intégré, il y a des petites choses qu'on peut faire. Alors c'est bizarre, mais par exemple, truc contre-intuitif, vous voyez un enfant qui a un Moreau non intégré, donc il a l'air plus apeuré, il stresse plus facilement, il a plutôt un manque de confiance en lui à l'école. Donc qu'est-ce que les enseignants auraient tendance à faire, avec toute leur gentillesse? C'est de vouloir mettre l'enfant près de eux, pour en quelque sorte co-réguler et rassurer l'enfant. Et ça part d'un bon sentiment, et d'un instinct qui est bon, c'est de dire, lui il manque de confiance en lui, je vais le mettre près de moi. Et donc on va le mettre devant la classe, au premier rang typiquement. Sauf que si cet enfant présente un Moreau, ça va être une catastrophe pour lui. Parce que quand on a un Moreau, c'est le stress qui me pose problème. Or, l'être humain ne peut pas être en sécurité s'il sent du danger derrière lui. Donc si vous êtes au premier rang, vous avez toute la classe derrière vous, avec plein d'enfants qui bougent, qui font du bruit, qui sont des dangers, en tout cas des sources de bruit et de dangers potentiels que je ne peux pas voir. Donc il faudrait que je me retourne en permanence pour me sécuriser. Et donc du coup, ça va empirer les choses. Et donc contre-intuitivement, il faudrait mettre ces enfants-là dans le fond de la classe. Dans le fond de la classe. Qu'il n'y ait personne dans leur dos. À ce moment-là, ils voient tout leur environnement, il n'y a rien derrière eux, et ça leur donne plus de sécurité. Par exemple, ça c'est un exemple. Évidemment, quelqu'un qui a un Moreau hyperactif a tendance à stresser au moindre bruit, donc il faut qu'il ait un environnement calme pour pouvoir travailler. Évidemment, typiquement, une salle de classe de nos jours, c'est souvent pas très calme. Or, les gens qui ont un Moreau, le bruit, ça les dérange beaucoup. Mais ça, c'est important de savoir ça, parce qu'à la maison, c'est important. L'enfant, il ne va pas pouvoir faire ses devoirs et ses leçons dans la cuisine, où il y a du bruit, il y a des machins, il y a des trucs. C'est pas possible, ça. Même, alors, une étude a été faite par notre partenaire, le laboratoire Volodalen en Suisse, et il y a Julie qui a fait son mémoire là-dessus. Bagnères, je crois que c'est son nom de famille, désolé, je sais que c'est Julie Bagnères, quelque chose avec B-A-S-N-I-R-E. Vous devez pouvoir retrouver ça de façon sur le site reflex.org. Vous trouvez sa thèse, son mémoire et les articles de publication scientifique qui ont été faits. Elle a observé un certain nombre de réflexes archaïques sur des enfants qui sont en sport-études, donc de futurs joueurs professionnels de football.
elle a fait des observations absolument fascinantes. Par exemple, pour le Moro, elle a constaté qu'à l'entraînement, donc on fait vraiment une observation du Moro, et je tiens à dire que cette étude a été faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'elle a observé des enfants en individuel, elle a noté sur ces petits papiers qui avait des moraux, à quel degré de moraux, comment les tests ont été effectués, les observations faites et tout. Et de l'autre côté, elle a demandé aux éducateurs des rapports précis sur les enfants à l'entraînement, en demandant aux éducateurs qui ne savent pas s'il y a eu un moraux ou pas un moraux, et qu'est-ce qu'a été testé ou évalué Julie, de faire des évaluations, je ne sais pas comment ça s'appelle, désolé, dans le monde du sport, psychotechnique, je sais pas, est-ce que l'enfant il dribble correctement avec le ballon, est-ce que ceci, est-ce que cela, donc tout un tas de tests très standardisés pour évaluer les compétences footballistiques des enfants. Quand je dis des enfants, c'est des grands ados déjà. Et évidemment, on va faire cette évaluation-là lors de l'entraînement, mais on va aussi évaluer deux autres choses. Les enfants pendant les matchs, donc en situation de compétition. Et puis après, il y a aussi les blessures. Est-ce qu'il y a plus de blessures et combien de temps ils récupèrent après une blessure? Et c'est très important, je vous le dis tout de suite, les enfants qui ont des réflexes ou les ados qui ont des réflexes moins intégrés que les autres ont plus de blessures, pas forcément plus, mais enfin ont plus de blessures, enfin il y a tout un tas de choses qui est visible et surtout vont rester plus longtemps en rééducation. Chez le kiné par exemple, quand il y a eu des fractures ou des trucs comme ça. Mais pour ce qui est du Moro, c'est fascinant de voir que un enfant qui a un Moro, pendant l'entraînement, on ne voit pas de grosses différences, on ne voit pas vraiment de différence notable entre ceux qui ont le Moro, ceux qui n'ont pas le Moro intégré. En revanche, pendant les matchs, on voit une grosse différence. Donc vous voyez, le Moro va s'activer, suractiver là, face au danger. Le simple match les met en situation de danger et de stress et ils perdent leurs moyens. C'est exactement ce que j'explique avec la table de multiplication. Je la connais à la maison, c'est à l'entraînement, mais pendant l'examen, de réciter devant toute la classe, boum. Vous voyez l'importance du Moro? Donc ces enfants-là, ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin de routine, ils ont besoin d'emploi du temps clair. C'est pas un jour on fait les devoirs et puis vous savez, on rentre de l'école et puis on prend le goûter, puis après on fait les devoirs, puis après on fait la douche, puis après on fait le machin, un truc. Eux, ça doit être dans le même ordre. Ça va leur donner de la sécurité. Si un jour vous faites le goûter, puis après le machin, puis c'est compliqué pour eux. Même chose pour le rituel du matin, pour voilà, dans quel ordre on fait les choses, ça va être important pour eux. Donc ils vont aimer, comme tous les enfants, mais ils en ont plus besoin que les autres. Les massages avec les parents le soir, raconter des histoires, du temps de co-régulation, de bien-être, de parler de la journée, de choses comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez compris qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses sur ce réflexe de Moro. C'est pour ça qu'il vous faudra venir dans les cours en IMP. Alors, dans les cours en IMP, on n'en dit pas autant. Enfin si, c'est enregistré. Et puis vous avez les manuels de cours. Et puis on est là tous les mois pour répondre à vos questions, approfondir les sujets. Vous allez avoir aussi évidemment toutes les manières d'observer le réflexe correctement. Vous allez avoir la manière de réintégrer les réflexes. Évidemment, vous avez l'IMP. La théorie là que je suis en train de vous dire, c'est un tout petit bout. Bonjour. Un tout petit bout de ce qu'on fait, évidemment, vous en doutez, en IMP. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cet épisode qui clôture deux épisodes sur le Moro. Donc c'était le réflexe de Moro, seconde partie, et on se retrouve prochainement pour un autre réflexe, un autre schème.